De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité. Comme je vous l'ai dit, ce soir, on va analyser quelques chiffres, effectivement, par rapport à cette crise sanitaire. On va essayer de relativiser un peu par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Les informations n'arrêtent pas de déferler. On sait que vous avez du mal à savoir où donner de la tête. Donc, on va essayer de vous aider un petit peu à dépatouiller toutes ces informations. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons Guillaume Vince des Sentinelles. Bonsoir, monsieur Vince. Bonsoir Harold, bonsoir à toute la Guadeloupe qui nous écoute ce soir. Alors Guillaume Vince, qui je le rappelle, vous êtes très très près des chiffres, très précis, j'aime beaucoup. En fait, on a de la communication qui est faite par le gouvernement et on va le voir ce soir. Et c'est vrai que de temps en temps, on oublie qu'il y a aussi des données statistiques qui sont disponibles, qui sont accessibles à tous. Et moi, effectivement, je vais les chercher parce qu'elles donnent parfois une autre lecture de la réalité. Et nous avons aussi sur le plateau donc le conseil scientifique pluridisciplinaire local de Guadeloupe qui est représenté pour l'instant par monsieur Fabrice God. Bonsoir monsieur God. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Guadeloupe. Alors on attend maître Myriam Massingo puisque le conseil pluridisciplinaire a penché effectivement sur le côté plus législatif de la crise. Aussi. Guillaume Vince. Alors, on a eu déjà, on peut commencer directement avec le point intermédiaire. J'ai envie de vous demander ce que vous en pensez. On nous parle de doublement des chiffres, donc on passe de 281 cas de contamination la semaine dernière à 597 sur les 4 jours de cette semaine, les 4 premiers jours de cette semaine, donc entre lundi et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, en fait, moi, c'est un peu toujours la même question. Depuis 1 an et demi en Guadeloupe qu'on a cette crise, je dois le dire, dans mon entourage, je n'ai connu qu'une seule personne qui a été testée positive. Donc, je me pose toujours la même question, c'est qui sont ces gens ? Où sont-ils ? Pourquoi se font-ils tester ? Voilà, c'est ça en fait. On a des chiffres qui explosent, mais moi je me demande toujours où sont-ils ? Est-ce qu'ils sont cachés ? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'était annoncé. On l'a vu sur ce qui se passe sur la Martinique. Moi, les annonces de chiffres maintenant, je crois que ce qui va compter, c'est ce qu'on va voir, ce qu'il y a derrière cette communication gouvernementale. Quand même depuis maintenant, ça fait 10 jours qu'il y a eu cette annonce du président Macron. Annonce qui, je le répète, a surpris tout le monde. Personne n'était au courant, visiblement, les députés, les sénateurs, personne n'était au courant des décisions d'Emmanuel Macron. Ça a été totalement incroyable. On a eu, et surtout, ce qui moi, m'a choqué, c'est qu'il a dans son discours donné l'impression de quelque chose qui se mettait en application immédiatement. Sans aucune discussion au niveau notamment parlementaire, puisque celle-ci a commencé depuis avant-hier. Voilà. Et en fait, en utilisant toujours la même méthode, celle que l'on connaît depuis mars 2020, c'est la peur. Et la peur fonctionne à merveille, puisqu'on l'a vu dès le lendemain de cette annonce. Et alors, encore une fois, qu'il n'y avait aucun cadre légal qui était encore annoncé, on a eu en une semaine près de 5 millions de personnes qui se sont inscrits donc sur les listes de vaccination. Oui, qui ont couru pour aller se faire vacciner. Et pourtant, plus le temps passe, déjà en 10 jours, et avec à la fois le décret qui est sorti, les discussions qu'il y a eu, on voit qu'il y a déjà des débuts d'assouplissement. Donc forcément, le temps que tout ça arrive en application avec tout le circuit législatif et réglementaire, il y aura certainement des choses qui ne vont pas s'appliquer. Et moi, j'ai juste eux avaient déjà leur calendrier. Techniquement, la loi devait être votée et en décret d'application. Mais je prends par exemple l'exemple quand le président Macron a parlé, les adolescents, le pass sanitaire devait s'appliquer dès le 1er août. Ça a été reporté déjà à fin août dans un premier temps, dès le lendemain ou sur le lendemain. Et maintenant, on est déjà à fin septembre. Fin septembre, exact. Donc voilà, on avait le pass sanitaire pour aller à l'hôpital ou dans les EHPAD. Ça a été supprimé hier par les députés. Donc voilà. Bref, il y a des adaptations qui se font au fur et à mesure. Et moi, je me dis juste une chose. J'espère que tous ceux qui se sont précipités dans ces 5 premiers jours n'auront pas à le regretter. Surtout si à la fin, au final, ils n'en auraient pas eu besoin. Et surtout qu'ils ne vont pas développer des effets secondaires qui pourraient être encore plus délicats pour eux. Effets secondaires sur lesquels on a l'impression qu'il y a une petite omerta ici en Guadeloupe. On a quelques remontées au niveau des bases nationales et européennes. Bon, c'est
de moins en moins précis sur les sites nationaux, mais bon, sur les sites européens, on arrive quand même à trouver les cas d'effets secondaires. Et là, effectivement, je tiens à rappeler qu'on a fait un reportage donc, sur la mobilisation à venir des personnels du SDIS, donc les sapeurs-pompiers de Guadeloupe, qui là, effectivement, nous ont dit qu'ils constatent effectivement des effets secondaires assez graves chez certaines personnes qui ont donc pris le vaccin. Ils ne sont pas les seuls. Alors, après, au niveau local, pareil, pas beaucoup de réactions politiques au niveau de nos élus. Alors, heureusement, finalement, nous avons quand même nos deux députés, Olivier Servat et Max Mathiazin, qui étaient présents aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour voter contre cette loi. Donc, certes, ça n'a pas empêché, mais au moins, ils ont exprimé leur position. On a vu qu'il y a des pour, comme M. Guy Losbar, qui soutiennent. On a eu M. Jalton qui s'est exprimé qui soutient également. Enfin là, il ne trouve pas dérangeant, effectivement. Contre le pass sanitaire. Il est contre toujours le pour pass, la mais pour la vaccination. Voilà. Et puis sinon, le reste, on a une absence un peu complète de nos élus locaux. Et finalement, on a notre Guadeloupe qui continue depuis 1 an et demi à être gouvernée par nos 2 soldats du gouvernement, qui en plus continuent la désinformation et la manipulation à longueur de semaine. Pourquoi dites-vous cela, monsieur ? Je dis ça parce que hier soir, monsieur Rochat, qui était assis à cette place, a repris une annonce. Alors, je vais vous demander le visuel numéro 1 à la régie. Une annonce qui a été faite le 15 juillet par le docteur Véran, comme quoi 96% des patients positifs au Covid-19 n'étaient pas vaccinés. Voilà, il a d'ailleurs, cette phrase a été reprise une semaine plus tard, c'est la deuxième infographie, c'était la grand-messe de notre Premier ministre, M. Castex, au 20h de TF1, qui lui est allé encore plus loin. Il a annoncé que 96% des 18 000 cas positifs du mardi 20 juillet n'étaient pas vaccinés. Exact. Alors là, ça fait peur. Là, vous vous dites, le non-vacciné, c'est l'ennemi à abattre, c'est lui qui est le grand contaminant. Voilà, donc vraiment, parce que 96% de 18 000, c'est plus de 17 000 personnes. Donc, c'est un chiffre quand même qui sert bien le projet d'augmenter la vaccination. La question, c'est d'où il sort ? Comment cette affirmation des 96%... Et ce chiffre est-il juste ? Est-il juste ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tiré de Santé publique France, la bible des données des statistiques que j'utilise, mais cela vient d'une étude menée par la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, la DRES. Je ne connais pas. Alors, je donne une information. Tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des inventions que je fais. Ça a été repris par plusieurs médias nationaux, qui ont dû rectifier les propos de M. Castex. Dont 20 minutes, qui a une cellule spécifique pour les fake-off. Alors c'est vrai qu'ils travaillent très souvent contre ceux qu'on nomme les complotistes, mais là pour une fois ils ont travaillé sur ce qu'a affirmé le Premier ministre pour démontrer que c'était totalement faux. Donc cette étude de l'adresse, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Déjà, elle a été faite entre le 28 juin et le 4 juillet. Donc c'est près de 3 semaines avant l'affirmation de M. Castex. D'accord ? Donc, quand M. Castex dit que 96% des 18 000 du 21 juillet, c'est déjà faux. Ensuite, et c'est là le plus important, l'étude ne parle absolument pas de 96% des cas positifs détectés, de tous les cas positifs, mais des cas asymptomatiques uniquement. Exactement. Et là, c'est toute la différence. Parce que selon Santé publique France, lorsque on a un échantillon de cas positifs, il y a 25% d'asymptomatiques. D'ailleurs, ça a été confirmé aussi par une étude québécoise qui, elle, est allée jusqu'à 30% de cas asymptomatiques sur un échantillon de cas positifs. Alors, je vais vous demander d'afficher le visuel numéro 3 pour faire un petit tableau. On va le laisser pour bien comprendre. Alors, regardez. Donc, je répète, 96% des cas asymptomatiques sont non vaccinés. D'accord ? Si on prend le chiffre annoncé par M. Castex et repris par M. Rochat, 96% de 18 000 cas positifs, ça fait 17 280 non-vaccinés. Donc là, effectivement, le non-vacciné, il fait peur. Mais si on prend les chiffres réels sur la base de l'étude, 25% de 18 000 cas, ça fait 4 500, les asymptomatiques. D'accord ? Et si on prend 96% de 4 500 cas positifs asymptomatiques, on arrive à 4 320, soit 24% du total des cas. Donc entre 17 000 et 4 000... effectivement, on a déjà 13 000 quand même de marge. Exactement. Et puis, il n'y a qu'une autre partie. C'est que cette étude ne nous dit rien des 75% restants. De tous ceux qui, effectivement, sont donc les 3 quarts qui
ont eu des symptômes. Alors les symptômes, ils peuvent être divers et variés, mais on ne sait pas dans cette part-là combien sont vaccinés. Ça n'a pas été dit. Flou total. Donc voilà, si on reprend d'ailleurs le chiffre d'aujourd'hui de nos 600 cas positifs de nos 4 premiers jours, on va prendre nos 25% d'asymptomatiques, d'accord ? Donc allez, on va être à 150 personnes, on prend 96%, 130, 140 qui ne seraient pas vaccinés. Vous voyez, ça fait moins peur que 96% de 600. Dans tous les cas. Donc voilà, cette manipulation, et on est vraiment au cœur de ça. Donc comme je dis, voilà, il suffit d'aller se renseigner, de chercher les bonnes informations. Autre chose quand même, au passage aussi, mercredi soir, notre Premier ministre nous dit qu'en Outre-mer, l'épidémie explose à cause du faible taux de vaccination. C'est repris partout, etc. Donc on rappelle effectivement que sur les 15 premiers jours de juillet, en Guadeloupe, on a une augmentation du taux d'incidence de 250%. En Martinique, sur la même période, on a une augmentation du taux d'incidence de 700%. Et dans les Pyrénées-Orientales, sur la même période, on a 2400% d'augmentation du taux d'incidence. Et vous savez combien il y a de pourcentage de vaccinés dans les Pyrénées-Orientales ? Combien ? 50%. 50%. Donc je rappelle, Guadeloupe, Donc on est loin de Martinique, nos 16% de vaccination complète en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. 50%, effectivement, 50% de vaccinés complets. Il faut bien préciser parce qu'il y a des embrouilles aussi entre les premières injections. Et on joue un petit peu aussi sur ces chiffres-là. Donc, 250% et 700% d'augmentation en Guadeloupe et Martinique qui sont très peu vaccinés et 2400% d'augmentation dans les Pyrénées-Orientales. Et on veut continuer à nous dire que la non-vaccination, c'est ça qui fait accélérer la diffusion du virus. Voilà. Ensuite, hier, encore toujours, je vais continuer dans ce chapitre un peu de désinformation et je vais demander d'afficher l'infographie numéro 4 qui concerne les vaccins. Alors, les vaccins obligatoires, monsieur, il y a eu un petit débat. On va bien laisser un petit peu le tableau, le temps d'en parler. Donc, monsieur Rochat, hier soir, a rappelé que la vaccination obligatoire, c'est quelque chose de courant. On y est habitué, on connaît ça en France. Sauf qu'il a peut-être oublié de préciser quelque chose. C'est qu'avant de rendre un vaccin obligatoire, il y a eu des années et des années de développement, d'essais. De développement. On va prendre les 5 principaux. Enfin, il y en a 4 qui sont obligatoires aujourd'hui pour les enfants. Et il y en a un que j'ai mis, la fièvre jaune, puisque je l'ai entendu pour les voyages en Guyane. Par exemple, polio, 1954 l'élaboration, 1964 l'obligation, ça fait 10 ans. La diphtérie et le tétanos, il a été développé dans les années 20. Il a été rendu obligatoire en 1940, ça fait 15 à 20 ans. La fièvre jaune, 1932, 1967, 35 ans. L'hépatite B, années 70-80 pour le développement, 2018 pour l'obligation, ça fait plus de 40 ans. Et on va aller encore plus loin, la coqueluche, année 1920, rendue obligatoire le 1er janvier 2018, 90 ans après. Et là, on met notre petit vaccin Covid-19, développé fin 2020, rendu obligatoire mi-2021, soit à peine 8 mois. 8 mois de développement. Il y a un petit détail tout de même qui est à noter et qui a son importance. C'est que... Tu peux remettre le visuel ? C'est que tous ces vaccins ont été développés par rapport à des germes pathogènes à ADN. Et ce sont des vaccins à ADN. Le Covid-19, c'est une maladie qui part d'un virus à ARN, le SARS-CoV-2. Tout comme le VIH, tout comme la dengue, tout comme le chikungunya, tout comme le Zika. Et aux dernières nouvelles, aucune de ces maladies n'a eu de produit qui soit opérationnel. De toute façon, on maîtrise mieux l'ADN que l'ARN finalement. Oui, non, mais ça a toujours été parce que l'ARN est une molécule qui est extrêmement fragile. Donc, qu'on ne peut pas manipuler comme ça. C'est-à-dire qu'elle est sensible à son environnement. C'est une molécule qui va entraîner mécaniquement des variations, entre guillemets, des mutants, ou comme le mot à la mode, les variants. Donc, à partir de là, mélanger, prendre exemple, l'hépatite B et le SARS-CoV-2, on n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout, dans le même type de vaccin, mais surtout de germes. Donc, il faut quand même arrêter de raconter des conneries.
Et alors justement, ce qui m'a abasourdi hier soir dans l'intervention du préfet, il y a une auditrice, une jeune infirmière qui a appelé, qui a posé la question, en lui disant justement que ce qui lui posait problème, c'est que ce n'était pas un vaccin, mais un ARN messager. Et la réponse de M. Rochat a quand même été extrêmement surprenante, puisqu'il a conseillé à cette jeune infirmière d'aller prendre de l'AstraZeneca. Je rappelle que depuis, ça fait quoi, plus de 3 mois à peu près, l'AstraZeneca a été réservé uniquement aux personnes de plus de 55 ans. Donc on est quand même, je trouve ça réservé aux personnes de plus de 55 ans, particulièrement boudées par les Français, et donc qui rentrent plus dans le programme COVAX pour être redistribués. Mais là, on a quand même un préfet qui dit à une infirmière, une jeune infirmière, je comprends que vous ne voulez pas prendre le Pfizer, mais allez prendre l'AstraZeneca, lui, c'est un vaccin classique. Là encore, on n'est pas tout à fait... C'est bien un vaccin à ADN, enfin, oui. Un candidat vaccin, puisqu'on est en phase 3 des essais cliniques. Encore une fois, oui. Donc on n'est pas... moi, si je respecte les textes, si je respecte la loi, je ne peux pas appeler ce produit expérimental vaccin. Au mieux, je peux l'appeler candidat vaccin, selon l'Agence européenne du médicament. Donc, à partir de là, on est dans un environnement où on a des autorités administratives qui deviennent des vulgaires VRP commerciales de laboratoires pharmaceutiques. Je rappelle quand même qu'on a l'un de nos plus grands artistes qui a pris 3 doses, alors que la 3e dose, c'est l'obligation, c'est pour dans quelques mois. Mais il y a débat sur le fait qu'il ait pris 3 doses, on dit 2, certains disent 2, certains disent 3. Il a pris la piqûre en schéma complet. Au moins les 2 premières doses, clairement. Il a contracté une nouvelle souche. Pour rappel, les candidats vaccins ont été développés sur une souche qui n'existe plus. Donc la première souche la du première Covid. Souche. Puisque il y a aussi... c'est des choses que tout le monde peut retrouver, je précise, dans les cours de virologie. Un virus ARN, qui est en plus saisonnier, mute. Et son cycle de vie, c'est il fait un tour, il meurt, et ses mutants prennent le relais. Pareil, les mutants vont s'y muter, et ainsi de suite. Plus il mute, moins il devient agressif. C'est comme ça qu'on a eu la première version. Après, on a eu le variant anglais qui est devenu dominant. Après, maintenant, on a le variant Delta qui devient dominant, et ainsi de suite. Il y a déjà le variant Epsilon qui pointe son nez. Il est en Californie, il est émergent en Californie. Apparemment, il est résistant au vaccin. Il commence à s'inquiéter aux États-Unis. Mais c'est normal. On a une thérapie génique intervient sur une séquence précise. On a quelque chose qui mute. La séquence, elle n'est plus la même. Et excusez-moi, mais je voudrais savoir comment on peut produire une thérapie génique à aussi grande échelle en essai clinique accéléré, parce que pour rappel, l'essentiel des études toxicologiques n'ont pas été faites. Il faut juste le rappeler. Une fois de plus, c'est dans les dossiers des différents laboratoires. C'est dans les dossiers de l'Agence européenne du médicament, de l'Agence nationale de sûreté du médicament. C'est du factuel. Et comment mes cellules vont produire, alors que mes cellules, normalement, elles ont un rôle unique, comment mes cellules vont produire une nouvelle protéine sans avoir une altération grave de leur fonctionnement. C'est ce que beaucoup redoutent avec l'utilisation de l'ARN messager. Et je pense que de toute façon, l'essai clinique à grande échelle répondra à beaucoup de nos interrogations. Guillaume. Alors, juste avant on va parler après, je pense, du pass sanitaire. Moi, je voulais revenir aussi sur quelques données chiffrées qui concernent la réanimation. Parce que effectivement, on a... alors, avant que maintenant on veuille nous vendre du vaccin à tout va pour toute la population pour lutter contre la contagion, je rappelle quand même qu'on nous a au début dit qu'il fallait surtout éviter les formes graves pour éviter de la saturation de nos services hospitaliers et notamment de nos réanimations. Avant de venir à mon propos, je vais juste rappeler quelque chose peut-être que tout le monde n'a pas forcément en tête. C'est que quand on vous donne, en termes de communication, le chiffre réanimation, il concerne en fait 3 niveaux. Et ça, c'est très important. Parce qu'on vous montre souvent une image à la télé. Vous savez, c'est celle
où on est intubé, on est sur un lit, on vous plonge des fois dans le coma, il faut plusieurs personnes, etc. Sauf que ça, en fait, c'est le stade 3 de la réanimation. Avant ça, il y a 2 autres stades. Le premier, c'est une surveillance intensive, et le deuxième, c'est une ventilation assistée, voilà, mais qui n'est pas une intubation. D'accord ? Dont l'hyperventilation dont ils ont parlé pour le traitement Covid. C'est ça. Donc, il y a ces 3 stades. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée, depuis mars 2020, combien de Guadeloupéens ont eu une réanimation intensive ? Celle où il y a eu, effectivement, intubation. Qui c'est ? On a l'impression qu'il y a Non, on sèche. 182. 182. Donc sur les 412 réanimations au total, 182. C'est un peu plus que... Alors 412, oui, mais les 412, ça compte les Saint-Martinois et les Saint-Barth. Donc voilà. Il faut baisser effectivement pour avoir le Nous chiffre. avons eu 349 Guadeloupéens qui sont passés en service de réanimation, donc s'ils appellent... 349. Voilà. Et il y en a eu à peine 182 qui sont... En réa de niveau 3. Alors que moi, quand j'entends nos autorités parler, bien sûr, quand je vois les médias qui nous montrent les images, j'ai le sentiment qu'il y en a des centaines et des centaines. C'est le défilé continu. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Mais surtout, il y a un point commun. Ah oui, alors je vais faire une précision. D'ailleurs, notre régie va vous le montrer. C'est les chiffres que je vous donne. Pareil, ils sont inscrits, ils sortent de Santé publique France. Donc c'est l'infographie 7, 8 et 9. C'est le bilan épidémiologique. Voilà, qui est disponible chaque semaine sur Internet, qui est fait par l'ARS, où il y a toutes les données statistiques, exact, avec les profils exacts, l'âge des personnes, leurs comorbidités. On va en parler. Et je rappelle d'ailleurs que, je fais une petite remarque au passage, dans ce bulletin épidémiologique de la Guadeloupe, nous sommes la seule région de France où il n'y a aucune donnée sur la vaccination. Aucune. On ne sait pas les catégories d'âge. Enfin voilà. Bon, bref, j'en reviens à la réanimation. Donc 349 Guadeloupéens résidant en Guadeloupe. D'accord ? Ça fait moins d'une personne par jour, puisqu'on parle de plus d'un an et demi. OK ? 52% ont donc eu une ventilation invasive, ce qui nous fait donc 182 personnes. On peut laisser le dernier tableau ? Une personne tous les 2 jours en moyenne. Et alors, quand on va s'intéresser sur ces 349, 87% avaient plus de 45 ans et 77% au minimum une comorbidité. Au minimum. Au minimum. D'accord ? Sachant que le trio de tête des comorbidités, c'est le diabète, l'obésité et l'hypertension. Voilà, ça c'est avec ces 3-là, déjà, on a le cocktail. Moi, j'aimerais le lire dans l'autre sens. Ça veut dire qu'une personne de moins de 45 ans, sans aucune comorbidité, c'est mon cas, représente 10% des personnes en réanimation totale. D'accord ? Je parle bien réanimation totale, puisque malheureusement, on n'a pas le chiffre des réanimations intensives sur ce public-là. Ce n'est pas détaillé, mais je doute fort que là, on en a vraiment très très peu qui finissent en réanimation intensive. D'accord ? Donc, encore une fois, avec ces chiffres, qui encore une fois sont accessibles à tous, ça prouve bien qu'une personne de moins de 45 ans sans comorbidité a quasiment aucune chance de développer une forme grave. Je ne dis pas de ne pas attraper le Covid. Aucune chance de développer une forme grave. On est sur les formes graves. Et de terminer dans un service de réanimation. Ce qui est quand même l'objectif au départ, réduire réduire les formes graves pour ne pas encombrer les réanimations. Quand on a cette donnée qui est établie depuis 1 an sur une population donnée, pourquoi ne fixe-t-on pas une stratégie vaccinale dont la priorité va être sur ce public ? Donc c'est le public qui affiche les 3 comorbidités dont nous sommes championnes ici en Guadeloupe. Exactement. C'est assez simple. Si on commence par vacciner les publics qui ont le plus de chances de finir à l'hôpital, on réduira automatiquement la fréquentation. Aujourd'hui, on peut vacciner autant qu'on veut de la population jeune. Et j'entendais encore ce soir, on me dit « Ah oui, 5% d'adolescents vaccinés en Guadeloupe, c'est pas assez. » Mais vaccinons 100% des adolescents en Guadeloupe. Si de l'autre côté, la population à risque qui remplit les services hospitaliers n'est pas elle-même vaccinée pour se protéger elle-même, on continuera à avoir des services saturés. Donc je ne comprends pas cette logique de vouloir absolument diffuser du vaccin en population générale et pas sur la population ciblée qui est celle qui fréquente directement l'hôpital et qui encombre les services de réanimation. C'est une question qui a été posée pour leur prise en charge depuis l'année dernière
où d'ailleurs les cardiologues disaient que la prise en charge avait été dégradée par rapport aux annulations, aux reprogrammations et consorts, alors qu'on devait se focaliser sur un public bien précis. Alors, j'entends tout cela, mais il y a un gros bémol. Bon, déjà rectificatif. Vaccin candidat ou candidat vaccin, c'est très important quand même. Deuxième rectificatif, dans les dossiers d'AMM des différents laboratoires distributeurs, je ne parle pas des laboratoires producteurs, mais des différents laboratoires distributeurs, les personnes à affection longue durée ne peuvent pas être piquées. Les femmes enceintes ne peuvent pas être piquées. Il y a toute une population en fait qui ne peut même pas recevoir finalement le vaccin. Parce qu'ils ne sont pas dans le cadre de l'essai clinique. Ils ne peuvent pas rentrer dans un essai clinique. Voilà. Donc, et ça, une fois de plus, je vous renvoie au dossier d'AMM des candidats vaccins. On rappelle que l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché et que pour les vaccins, donc les candidats vaccins qui sont présentés et qui sont commercialisés en ce moment, eh bien, ils ont une AMM qui est conditionnelle, donc elle n'est pas encore tout à fait validée. On est en phase 3 sur 4. Un tout dernier Oui, point rapidement. Oui, très rapidement, par rapport à cette augmentation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que cette augmentation de cas positifs, alors j'ai pris l'exemple de la Martinique, puisqu'on a un plus gros recul sur les 15 derniers jours, elle est essentiellement chez les jeunes, chez les 15-44 ans. D'accord? Mais du coup, on a des cas positifs qui sont bénins. Aujourd'hui, sur les 15 derniers jours en Martinique, on a eu en réanimation, on est passé de 4 personnes le 1er juillet à 9 personnes le 20 juillet. D'accord? Il y a eu 5 personnes de plus. Les 5 personnes qui sont rentrées en réanimation ont toujours les mêmes caractéristiques. Plus de 45 ans, au moins une comorbidité. Alors je vais même vous dire, sur les 5, ben, il y en avait 5 qui étaient en surpoids. 5 sur 5. Et d'ailleurs... Donc, en fait, d'un côté, on a un taux d'incidence qui est explosif, et c'est ce qui génère toutes les mesures restrictives sur un public jeune, mais en réalité, de l'autre côté, en réanimation, c'est toujours le même public qui rentre. Et on va de nouveau mettre des mesures restrictives sur une partie de population chez qui le virus peut circuler. Qu'est-ce que ça fait? On n'a pas arrêté de vivre parce qu'on avait un rhume. On est d'accord. Voilà. Donc, effectivement, encore une fois, et tout ça, ce sont des chiffres qui sont donnés par Qui sont les accessibles autorités. à tout le monde. Pourquoi est-ce que, derrière, ils ne sont pas utilisés? Bonne question. Bon, sachant qu'on a des sections entières qui disparaissent, je le redis encore une fois, au niveau de l'Agence nationale de sécurité du médicament, on a moins de remontées qu'avant, on avait les effets secondaires indésirables graves, ils ont retiré cette section. Sur les points hebdomadaires par rapport au Covid, ici en Guadeloupe, il y a des données aussi qui commencent à nous manquer, c'est-à-dire sur les décès, on n'a plus d'âge, on n'a plus de comorbidité, enfin on ne sait plus quel est le public qui meurt, sachant que quand on nous a parlé de rajeunissement, ils nous ont parlé de rajeunissement de ce public, on était passé peut-être d'une moyenne d'âge de 70 ans à 50-60 ans, mais ça ne concernait en aucun cas des jeunes, des très jeunes cas qui atterrissaient en réanimation et surtout en stade 3. D'ailleurs, juste sur les asymptomatiques, ça m'a fait repenser qu'il y a quelques mois avec Sentinelle Guadeloupe, il y avait eu une campagne « Pas de symptômes, pas de test ». Et à l'époque, c'est pour ça que le chiffre de 25% de cas asymptomatiques de Santé publique France, même moi j'ai un peu eu du mal à y croire, parce qu'à l'époque, le bulletin épidémiologique de la Guadeloupe publiait le nombre de personnes asymptomatiques qui étaient venues se faire tester. Et je me souviens très bien que quand Sentinelle avait fait cette campagne, c'était parce que nous avions 70% de personnes qui se faisaient tester qui étaient asymptomatiques. Voilà, on n'est plus dans les 25, on est à 70% d'asymptomatiques qui venaient se faire tester. Il y a des données à ne pas communiquer. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient en plateau avec Maître Myriam Massingo-Lacavé qui nous a rejoint. A tout de suite. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Guillaume Vince des Sentinelles. Il accompagne effectivement Fabrice God du Conseil scientifique local et nous a rejoint sur le plateau Maître Myriam Massingo-Lacavé. Bonsoir Maître. Bonsoir. Désolée pour le retard. J'en profite pour faire un petit coucou à deux petites puces que j'ai dû laisser voilà. Au pied levé. Merci beaucoup puisque l'invitation a été très tardive. Merci à vous effectivement d'avoir pu vous déplacer parce qu'on a besoin effectivement, la Guadeloupe a besoin d'explications. On a cette machine législative qui est en route depuis une semaine avec les annonces d'Emmanuel Macron, ce fameux pass sanitaire et cette obligation vaccinale qui arrive derrière. Les soignants sont
sont inquiets, les sapeurs-pompiers se préparent à la mobilisation, on parle de licenciements, on parle de salaires qui vont être coupés. Qu'est-ce qui est clair finalement pour le moment? Qu'est-ce qui est voté? Qu'est-ce qui est acté? Qu'est-ce qui doit se passer? Pour le moment, tout est en discussion donc, au Parlement. Donc, vous avez eu d'abord un décret. En fait, non. Pour revenir, vraiment, vous avez eu Emmanuel Macron. Oui, voilà, 20h. Qui, inspiré, a décidé, sans passer par son Conseil des ministres, en Conseil de défense, a décidé de prendre la parole pour dire que voilà, tout ce qu'il avait dit il y a 2 ou 3 semaines ne tenait plus et qu'il fallait désormais un pass sanitaire. Il en a profité aussi pour y mettre la réforme des retraites, contre laquelle on a bien bataillé. Et tout ça a été décidé en Conseil de défense. Un Conseil de défense qui, soit dit en passant, est compétent pour les questions relatives au Covid. Et je n'étais pas au courant qu'ils étaient compétents pour la retraite et le chômage, et la réforme du chômage. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ils sont multicompétences. Voilà, ils sont multitâches. Multitâches. Oui, pluridisciplinaires. Voilà. Donc, il y a eu d'abord un décret, donc le 19 juillet. Donc, le décret, c'est un texte qui ne passe pas devant, pour faire simple, qui ne passe pas devant la représentation, les représentants du peuple, hein, qui est décidé donc par le président, le gouvernement, pour instaurer donc le pass sanitaire et que désormais les grands rassemblements, c'est plus 1000 personnes, mais c'est 50 personnes. Voilà. Et normalement, en principe, tout ce dont on parle depuis déjà une semaine, donc la question des licenciements, de vaccins obligatoires, de pass sanitaire obligatoire pour certains salariés, n'est pas encore validée, n'est pas encore promulguée. La loi n'existe pas encore. Il y a un premier pan, donc une première étape qui a été franchie devant l'Assemblée nationale hier soir, dans la nuit pour eux, donc à 5h du matin. Pour cette première lecture. Voilà, à 5h du matin, tout va bien. On peut voter des lois aussi oui, importantes. Oui. Voilà. Et maintenant, ce texte est soumis donc à l'appréciation, puisque, bon, appréciation, je ne sais pas, en fait, bref. À la lecture? Oui, à la lecture. Non, mais parce que, bon, normalement, en fait, le Parlement est censé voter des lois. Là, on a vraiment l'impression d'avoir juste une caisse enregistreuse, en fait. Donc est passé, hein, j'allais dire, en enregistrement au Sénat. Et donc, on va attendre que ça ressorte. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être changer. C'est vrai que le Sénat a indiqué dans un communiqué que le texte n'était pas clair. Donc, est-ce qu'ils vont tout à coup le trouver clair ? Je ne sais pas, parce que beaucoup d'amendements ont été rajoutés par l'Assemblée nationale et maintenant nous attendons le texte. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je dis ça pour les restaurateurs qui ont déjà commencé des annonces en disant que dès ce soir, ce week-end, il faut avoir un pass et qu'ils vont vérifier. On se calme les gars, excusez-moi, mais... Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, donc vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi en fait. Donc déjà on essaie de la comprendre. Moi-même, je veux dire, pour comprendre la loi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment caractéristique de ce gouvernement, j'ai l'impression en fait qu'on a tout pris de Trump. On a été très étonnés, c'était la première fois qu'on voyait ça avec Trump, un président qui communiquait par Twitter, tout ce qu'il faisait, et j'ai l'impression que cette espèce de petite manie a transpiré sur la France. Donc moi, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas trop suivre et aller sur le site de l'Assemblée nationale. Donc j'essaie d'être branchée sur BFM TV et LCI, parce que et Twitter, et le compte Twitter Ils annoncent avant. Du président et du gouvernement, parce que c'est là où les textes de loi, voilà, où les interprétations de textes sont voilà, c'est là où on nous donne le là. Donc, comme pour cette notion de 50 personnes, le texte
indique qu'il s'agit d'un accueil de 50 personnes. On a eu le responsable, le directeur de la direction générale de la santé, qui a BFM ou LCI, je ne sais pas l'un ou l'autre, a indiqué que non, il s'agit de la capacité de la salle. Donc même si vous êtes 2, si la salle peut contenir 50 personnes, à ce moment-là, le pass sanitaire est obligatoire. Donc comme les cinémas ici, on a vu passer les annonces, donc qui s'organisaient pour n'accueillir que 49 personnes pour être dans le cadre de la loi. On se dit, non, mais finalement, c'est pas le cas. Mais non, alors finalement, il y a eu une annonce, je crois que ce matin ou hier soir, sur LCI ou BFM, d'une autre personne disant, non, finalement, en fait, on a changé d'avis et ce sera bien l'accueil effectif. Donc, si vous accueillez effectivement moins de 50 personnes, même si votre salle peut contenir 200 personnes, c'est bon, vous n'avez pas besoin de mettre en place le pass sanitaire. Voilà, alors peut-être que demain, ça va changer. Donc, pourquoi? En plein week-end? Voilà. Donc maintenant, je vais parler de l'esprit de la loi. Moi, donc je ne peux pas parler ni de vaccins, ni d'ARN, etc. C'est pas ma compétence. Fondamentalement, est-ce que je suis pro ou pas vaccin? Bon, moi, mes filles, voilà, on vaccine pour tous les vaccins obligatoires pour aller à l'école. J'ai jamais eu de difficulté pour ça. Ce vaccin, ma foi, si tout le monde était obligé de le prendre, il n'y a pas de problème. Je le prends aussi. Mais tout le monde n'est pas obligé de le prendre. Alors, je m'explique. Donc là, l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est quelque chose, de cette loi, c'est assez... C'est assez mystérieux. Mystérieux dans le sens où, il y a un an, oui, c'est ça. Il y a un an, tout le monde, en tout cas moi particulièrement, on était le 17 mars, médusés. On vivait quelque chose d'inédit. On se retrouvait calfeutrés chez nous. Moi, j'étais terrorisée. Je ne suis pas sortie, sauf les fois seule sur la route. Je venais avec Annalise. Effectivement, il n'y avait personne. Et sinon, j'étais totalement... Dans une bulle. Voilà, dans une bulle. Et on découvrait, en fait, qu'il y avait des gens qui étaient essentiels à la nation et ce n'était pas ceux qu'on croyait. Et les essentiels, c'était les femmes de ménage, les caissières, les aides-soignants, les infirmières, les aides-soignants qui étaient en EHPAD, qui n'ont plus vu leur famille parce qu'ils se sont enfermés en EHPAD. Ils ont préféré, pour protéger les résidents, rester avec eux. Et on voyait ces gens derrière des vitres dire bonjour, faire des bisous à leur famille. Ils sont restés comme ça pendant 2-3 mois, enfermés par conscience professionnelle. C'est des gens pour lesquels on nous a dit qu'il fallait prendre des casseroles et se mettre à la fenêtre à 20h pour faire cling, 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 cling. Donc, on a tous fait ça, cling, cling, cling. On a dit qu'ils étaient incroyables, les éboueurs, etc. Tous ces gens-là, étaient formidables. On les a mis sur des piédestals. Ils sont allés au combat à un moment où il y avait des textes, des décrets où ça était interdit. Il y a des pharmaciens qui en vendaient par-dessous la robe, qui sont arrivés en correctionnel pour avoir osé vendre ça. Parce que c'était interdit de vendre des masques. C'était interdit. Il faut le rappeler. Interdit, inutile. Et il y a une façon de communiquer. Et on peut dire, écoutez, pour l'instant, on croit et tout. Mais non, ce n'était pas comme ça. C'était dit avec mépris et arrogance. Mais moi-même, je ne sais pas me servir de masque. C'est... Sibeth qui est peut-être de retour. Mais qu'est-ce que vous êtes idiots de vouloir mettre des masques? On a envoyé ces gens-là, on se rappelle de ces photos, avec des gens qui mettaient des sacs poubelles sur eux pour aller travailler. Qui mettaient des masques qu'ils achetaient chez... comme ça, là, de plongée pour aller travailler. Et ils étaient formidables. Ils étaient formidables. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Ce sont exactement cette population-là, ce groupe de personnes que l'on fustige, que l'on insulte, parce qu'il y a, je regarde aussi les réseaux, que l'on insulte. Ah, vous êtes, ce sont des bandes de gens, des irresponsables, vous ne pensez pas aux autres, etc., etc. Ah bon? 1 an après, c'est comme ça. Le désamour. Mais dis donc, la lune de miel n'a pas été très longue. Je ne suis pas eux, mais je serais à leur place. Je serais écœurée.
écœurée. Et si ce n'était pas la vie qui m'obligeait à payer des impôts et à gagner ma vie, je décocherais ma robe, ma caisse enregistreuse, etc. Je vous le balancerai à la figure. Ce sont les mêmes personnes qu'on oblige à faire quelque chose, mais pas qu'on oblige juste seulement, et on leur dit, on vous privera de votre travail et on vous laissera crever pendant 2 mois sans salaire et on verra bien si vous continuez à faire les malins. Donc voilà l'esprit de cette loi. Une loi votée par des gens qui eux-mêmes ne s'appliquent pas le pass sanitaire. Ils se sont exemptés. Ils se sont exemptés. Incroyable. Contrôlés par des gens qui sont aussi exemptés, puisque le seul groupe exempté de vaccins obligatoires, ce sont les policiers et les gendarmes. Donc on a des gens qui, eux, ne s'appliquent pas une règle qu'ils sont en train de voter, et ils envoient des gens qui eux-mêmes ne sont pas concernés, sont exemptés, ne sont pas forcément vaccinés, et qui, eux, vont vous délivrer donc une amende si vous n'êtes pas vacciné. Éventuellement, vous arrêtez même. Oui, alors j'attends les gardes à vue pour ça. Donc, moi, en tant qu'avocat, la matière principale, c'est les libertés publiques. Donc, il y a un principe simple. On peut effectivement porter atteinte, entre guillemets, à une liberté, donc en réduire un petit peu la sphère, parce qu'il est nécessaire, mais c'est des règles très strictes. Il faut que ça soit strictement nécessaire, il faut que ça soit proportionné. Donc voilà. Donc on est là, donc avec un pass sanitaire dont on a voté un amendement aussi in extremis. Pour l'instant, donc en fait, on vous avait dit que c'était juste pour la crise sanitaire, mais il y a un petit malin qui a passé un amendement pour indiquer que du moins, il y a une petite maligne, du moins, qui a essayé de glisser un amendement pour mettre un terme à cela. Voilà, en disant que dès lors que l'épidémie sera terminée, on pourra se passer du pass sanitaire. Et cet amendement a été refusé. Comme les 3/4 des autres, d'ailleurs. Donc, on a finalement une modification totale donc, de notre société, une privation de liberté qu'on nous indique être conditionnée au fait qu'il y a une épidémie, etc. Mais on a le législateur qui a voté donc, un texte qui a vocation à rester ad vitam aeternam. Nous n'avons aucune vision, perspective à long terme du moment où, en fait, cette histoire de passe sanitaire va s'arrêter. Parce qu'en fait, visiblement, l'esprit de la loi, c'est que désormais, la vie sera ainsi. Moi, en tant qu'avocat, donc je ne suis pas, comme je dis dans le débat, parce qu'en fait, il y a aussi une petite astuce aussi, c'est-à-dire que dès lors que vous émettez une réserve, dès lors que vous parlez de loi, de texte de loi, et je vais parler du licenciement, de ce licenciement qui est une aberration juridique, dès lors que vous indiquez qu'il y a quelque chose qui est mal fait dans ce corpus de loi qu'on est en train de faire passer, alors à ce moment-là, donc on veut vous bâillonner en disant, en vous ramenant sur les vaccins, le débat, oui, mais donc tu n'aimes pas ton prochain. Non, mais le débat n'est pas là, en fait. Moi, n'importe quel prochain que je verrai et qu'on l'attrape et qu'on peut le mettre en prison, une amende sans base légale, sans rien du tout, je serais choquée. Je serais choquée parce que moi, je n'ai pas vocation à être un chien à laquelle on met une laisse, on le met devant une maison et puis j'ai plus rien à dire. Non, j'ai quelque chose à dire, je suis choquée. Voilà. Mais avoir un avis, effectivement, visiblement, c'est pas très bienvenu. Non, parce que il faudrait que nous soyons des robots. Et en fait, on a en face des gens qui ne souffrent pas la contradiction. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas poser une question. Il ne faut même pas s'étonner. Il ne faut même pas dire qu'il y a un problème aussi de communication, en fait, depuis le départ. Ça fait 1 an et demi. Et pourtant, ils payent cher. Il y a c'est quand même. Ils ont payé des cabinets. Je ne sais pas si dans les autres pays c'est ça, mais il faut savoir que le Macron a à ses côtés, en dehors du Conseil de défense, il y a un cabinet de communication qui est McKinsey, qui travaille à nous faire avaler tout ça. Moi, franchement... Et qui est directeur de McKinsey Donc c'est le fils Fabius, on peut le dire. Oui, donc, c'est le fils Fabius, le fils de Laurent Fabius, et Laurent Fabius qui est
le principal acteur de l'affaire des sangs contaminés. N'est-ce pas? Et aussi qui est légèrement un petit peu au Conseil constitutionnel, accessoirement en ce moment. Donc en termes de conflit d'intérêts, on est servi. Sur le pass sanitaire, Maître Massingo a commencé à nous donner quelques aberrations. Moi, j'en avais une que j'ai relevée, que j'ai trouvée vraiment géniale. C'est le fait que le pass sanitaire ne s'appliquera pas dans les églises et tous les lieux de culte. Et je faisais juste un petit rappel. En février 2020, est-ce que vous vous souvenez comment le Covid est arrivé en France? Oui. Une des versions, c'est effectivement qu'il arrive avec une délégation de... Qu'il y a eu Un grand rassemblement qui a eu lieu à Mulhouse, Voilà. où il y a eu des Italiens qui sont venus et des Suisses, et voilà, et ensuite ça a diffusé Covid. En tout cas, c'est dans le milieu religieux. Voilà, c'est parti. Voilà. Et 1 an et demi plus tard, on nous met un passeport sanitaire censé protéger la population et on l'interdit donc dans les églises, puisque effectivement c'est par rapport à la Constitution sur la protection des lieux de culte, etc. Il faut quand même penser que les églises c'est très très vaste. Et on parle d'église, c'est l'ensemble des religions. Tous les cultes sont compris dedans. En Guadeloupe, avec toutes nos petites salles de prière, etc., tous ces gens-là sont exempts. Mais alors ce qui est encore plus drôle, c'est que ce n'est pas obligatoire qu'à partir du moment où c'est pour le culte. Donc réfléchissons, ça veut dire vous allez pour le culte et vous savez que des fois après le culte on peut se retrouver, il y a des moments donc le culte de partage. oui, mais le petit moment de chill après non. Pas du tout. Je prends d'autres exemples, peut-être en Guadeloupe on l'a moins, mais en métropole vous avez des concerts qui sont faits dans les églises, des concerts d'orgue, des concerts, pas de concerts à l'église. Parce que en fait, c'est pas une célébration religieuse. Là, par contre, après, c'est dangereux au niveau du virus. Et en fait, on a des tas d'aberrations de cette façon-là. On parlait des gendarmes. Donc aujourd'hui, un gendarme peut rentrer dans un restaurant non vacciné pour contrôler s'il est en service. Par contre, une demi-heure après qu'il a terminé son service, s'il n'est pas vacciné, il n'a plus le droit de rentrer dans le restaurant. Le gendarme, il est toujours en service. Il est toujours en service. Non, il a ces moments où il n'est pas... Le gendarme est toujours en service. Ah bon? Oui. D'accord. Ok. Donc, alors, les policiers non. Les policiers, non. Les policiers, non. Et t'as oublié le RER. Dans le RER, il n'y a pas de passe sanitaire. Mais sur les Ulysse, il n'y a pas de passe sanitaire. Oui, mais sur les longs trajets, oui. Oui, voilà. Et on a vraiment toutes ces aberrations. Et d'ailleurs, dans les aberrations, on en a eu le retour cette semaine du masque à l'extérieur. Il faut quand même le rappeler qu'il y a quand même eu plusieurs études, une qui a été faite par l'Institut Pasteur, d'autres par des chercheurs anglais, américains, qui a bien prouvé que les contaminations en extérieur, ça ne représentait rien. C'était vraiment que dalle. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous remet du masque à l'extérieur. Vous avez vu les températures qu'on a eues cette semaine en Guadeloupe. Mais par contre, en même temps, et alors là c'est formidable, donc on vous dit, vacciné, pas vacciné, vous êtes dans la rue, vous devez mettre un masque. Par contre, demain, vous allez rentrer à Destreland, vous êtes vacciné, vous enlevez votre masque. Alors là, moi, j'avoue que là, je ne comprends plus rien. Donc en fait, le vacciné sans masque dans la rue, il est dangereux, mais le vacciné sans masque à l'intérieur... Dans une galerie commerciale, voilà, ou dans tout autre lieu clos, il ne l'est plus. C'est formidable. Il faut juste rappeler que le masque chez nous, il peut être porté que 10 minutes en extérieur. Oui. Il faut juste le rappeler. Pour ceux qui respectent effectivement... Pour ceux qui respectent leur corps et qui respectent tout simplement les directives sanitaires réelles. L'INRS, dans son ED 146, le précise, la durée du port du masque en continu, c'est 1 heure par jour sous clim. Sous clim. Pas en pleine chaleur, à 30 degrés à l'ombre. Et quand on le ramène à nous, c'est 10 minutes. Et pour en venir au licenciement dont Maître Massingo, je crois, va parler, moi, je répète encore l'exemple que je disais tout à l'heure. Prenons une jeune infirmière qui n'a aucune chance à son niveau, comme j'ai démontré, de développer une forme grave, qui va se vacciner. Elle pourra toujours être contaminée et être contaminante. Ça a beau réduire, ça n'anéantit pas. Elle ira voir demain ses patients qui sont en surpoids, qui ont du diabète, etc., et qui ne sont pas vaccinés. Elle peut leur transmettre le virus. Et ils peuvent finir en réanimation puisqu'ils sont la population cible. Même s'ils sont vaccinés. Oui, même s'ils sont vaccinés. Mais voilà. Mais encore une fois, donc pourquoi vacciner tous ces soignants qui, de toute façon, pourront continuer au contact de la population à risque qui elle-même n'est pas vaccinée, à contracter et à donner le virus et à remplir l'hôpital, les services de réanimation. Un petit point rapide, Maître Massingo, sur les licenciements. Est-ce qu'ils vont être possibles? Est-ce que c'est vrai?
Alors, donc encore une fois, donc, cette question de licenciement-là, le texte n'est pas définitif, n'est pas encore promulgué. Mais alors, ce qui est prévu, c'est la création en fait d'une sorte de licenciement, un nouveau licenciement que j'appelle licenciement sanitaire, qui n'a rien à voir avec ce qui existe actuellement. Et donc, l'idée, c'est que l'employeur doit demander et doit indiquer à son salarié qu'il doit se faire vacciner, donc dans la vaccination obligatoire, ou être éligible au pass sanitaire. Une demande orale ou écrite? C'est pas précisé. D'accord. Je conseillerais aux employeurs de le faire par écrit, puisqu'il faut. Sinon, si vous ne pouvez pas prouver que vous l'avez demandé, vous êtes passible d'une amende qui est de 1 500 € pour l'instant. Et si jamais vous êtes en récidive, elle passe à 9 000. Donc voilà, donc vaut mieux se constituer la preuve du fait qu'on a demandé. Fait la demande à son employeur. Alors, et si on est face à un salarié réfractaire, donc il est dit que l'employeur doit convoquer cette personne à un entretien pour encore faire de la pédagogie, parce qu'en fait le boulot de l'employeur, c'est de faire de la pédagogie sur un vaccin comme s'il maîtrise la chose. Si le salarié ne veut toujours pas, à ce moment-là, il doit le suspendre. Donc, suspendre le contrat de travail, c'est-à-dire rentrer chez vous, et je ne vous paye pas pendant 2 mois le temps que vous fassiez votre vaccin pour ceux qui sont soumis au vaccin obligatoire. Donc, je vais prendre juste cet exemple. Donc, le temps que vous fassiez votre vaccin, 2 mois de suspension non payée. Alors, c'est la première fois qu'on a... puisque le Code du travail ne le permet pas, et sauf erreur, pour l'instant, le Code du travail, il est ce qu'il est. Donc, des sanctions financières ne peuvent pas être faites normalement. Par exemple, si, c'est l'exemple classique des serveurs, si on a un problème de caisse, on se rend compte à la fin de la journée qu'il y a un trou dans la caisse, vous ne pouvez pas récupérer cet argent, et parce qu'on estime que c'est une sanction. On va vous demander de respecter toute une procédure. Si vous pensez que c'est une faute, donc un avertissement, etc. et tout. Donc, vous ne pouvez pas récupérer l'argent parce que les sanctions financières, comme ça, sont interdites. D'accord. Si on a une sanction financière, ça s'appelle une mise à pied disciplinaire et ça doit respecter une procédure particulière. Donc, Elisabeth Borne, qui est la ministre du Travail, a dit sur LCI, parce que, comme je vous dis, j'essaie de m'informer en regardant le vrai Parlement de la France actuellement, LCI et BFM TV, donc indique que à la suite donc, de cette période, si jamais le salarié n'est toujours pas vacciné, à ce moment-là, on peut procéder à un licenciement. Donc, procéder à un licenciement par la voie classique, elle a dit. La voie classique. La voie classique, ça veut dire quoi? Que je vais devoir donc, respecter la procédure qui est celle du Code du travail actuellement. Je dois convoquer mon salarié, je dois laisser 5 jours ouvrables. Donc, le temps de lui envoyer le courrier par courrier recommandé et organiser l'entretien et lui préciser qu'il peut venir accompagner avec un délégué syndical ou un représentant du personnel, il faut environ 2 semaines. Il se passe l'entretien et après l'entretien, pendant 2 jours, je ne peux rien lui envoyer et je peux, à partir du 3e jour, lui envoyer une lettre de licenciement motivée. Donc là, ce serait le défaut de vaccin. Mais est-ce que le défaut de vaccin, c'est une faute ? Ou bien c'est pas une faute? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Si c'est pas une faute grave, parce que la faute grave, ça veut dire que vous avez commis une faute grave, normalement vous n'avez pas respecté le règlement intérieur. Donc vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, sauf que là c'est pas le règlement intérieur. Donc ça veut dire que pour moi c'est pas une faute grave. Donc je licencie mon salarié pour une faute simple ou bien pour une cause réelle et sérieuse. Dans ce cas-là, il faut se déclencher le préavis de 2 ou 3 mois. En fonction du poste. Donc, ça veut dire pendant 2 ou 3 mois. Donc, on a une deadline qui est 15 septembre, 2 mois sans salaire après. Après, j'ai 2-3 mois de préavis. J'ai des licenciements qui, donc, du coup, vont être prononcés fin décembre, janvier. Qu'est-ce qui va payer? Donc, employeur, rendez-vous compte, employeur. OK, les 2 mois, on vous dit c'est génial, vous n'allez rien payer. Mais après, il y aura le préavis à payer. Il y aura l'indemnité de licenciement avec peut-être des anciennetés qui sont énormes. Donc, il faudra tirer des chèques qui seront
assez conséquent. Il faudra payer l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire que si la personne n'a pas pris ses congés payés, il va falloir les lui donc donner en Le gouvernement numéraire. essaie de faire un passe-passe justement pour faire en sorte qu'on puisse poser les congés payés aussi. Mais pour ça, c'est si pallier. le salarié veut bien. C'est si le salarié veut. Si le salarié veut bien qu'il va poser des congés, pourquoi vous allez m'enlever tous mes congés? Donc, le préavis, les congés payés, l'indemnité de licenciement. Et après, et comme j'ai dit, et après, ben aussi les honoraires d'avocat, parce que le salarié ne manquera pas d'aller au prud'homme hein, pour contester le licenciement. C'est quasiment sûr. Parce qu'on demande quoi? On dit à l'employeur, vous allez contrôler. Mais l'employeur, lui, il y a pas mal de textes de loi qui disent qu'ils n'ont pas le droit, de demander des éléments concernant la vie privée du salarié, que le droit médical, le secret médical est inviolable. Donc, pour l'employeur, il y a actuellement des notices qui sont toujours en ligne sur le site du ministère du Travail, qui indiquent, donc qui date de la semaine dernière, qui indique que non, employeur, vous n'avez pas le droit de demander à votre salarié de justifier de l'existence ou pas de son vaccin. Vous n'avez pas le droit parce il s'agit de données de santé et vous ne pouvez pas exiger cette preuve. Donc, ces textes, c'est toujours en ligne sur le site. Donc, et tout à coup, on va nous sortir ça. Mais pour des employeurs qui, eux aussi, ont été économiquement heurtés pendant une année, et on va leur demander de faire des chèques de, je ne sais pas, 10 000, 15 000, 20 000 en fonction des anciennetés. Pour se séparer de le salarié alors qu'à la base, il ne le voulait Et sans on doute se retrouve en plus dans une situation de discrimination qui est aussi interdite par le Code du travail, par le Code pénal, oui, mais par le Code du travail, qui indique que dès lors, en fait, que le licenciement est prononcé pour une raison discriminatoire, il y a une liste précise, l'état de santé en fait partie, je vais au prud'homme, j'ai 99,5% de chance d'avoir la nullité de mon licenciement. Nullité, ça veut dire quoi? C'est que le licenciement n'a jamais existé. Vous devez réintégrer le salarié à son poste. Je pense qu'il va falloir faire des émissions débriefs parce qu'on ne s'est même pas encore voté et on est déjà vraiment dans un flou artistique. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour tenter d'éclairer la population sur ce qui se passe. En tout cas, on retiendra que la loi, en tout cas, n'est pas encore votée. Donc, on n'a pas à se précipiter à présenter des passes sanitaires alors que ce n'est pas voté. Ah non, Est-ce que si Jordan peut mettre le site, mais de toute façon, là, on va fermer l'émission et je vous souhaite une très bonne soirée. Je pourrais pas, on a dépassé de beaucoup. www.cspcc.org. Merci encore une fois, passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. Je vous fais des bisous, on se retrouve ce week-end pour les mobilisations et lundi prochain pour la tranche info. Bisous.